dans les années 30. Ce qui est impressionnant, c'est de voir le niveau qui a été atteint à cette époque-là. Alors Emilio Comici, c'est un des plus connus, hein, mais il y en a eu plein en fait. Tous les villages des Dolomites abritaient des grimpeurs exceptionnels qui gravissaient des voies incroyables. Donc là, on va pas tous les lister, mais les frères Andrich, enfin il y en avait plein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, ce qui fait défaut, c'est quand même la corde, c'est-à-dire que la corde est bien utilisée, mais la résistance des cordes est encore très limitée. Et donc les grosses chutes, c'était des chutes mortelles. Des cas de rupture de corde avec chute, c'est mieux comme ça, ouais. Avec chute du leader, enfin voilà, c'était fréquent. Donc ça restait quand même le problème à résoudre. Et ce problème, il va être résolu en fait avec la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre, il y a le développement de nouvelles fibres textiles, et notamment le nylon. Et alors, pour info, le nylon, c'est une marque, c'est du polyamide, en fait, le nom technique du nylon. Et parmi les premiers qui l'ont utilisé, c'était les Américains qui fabriquaient, pour la petite anecdote, des courroies de scierie, pour les scieries, en fait. Et les troupes d'infanterie américaines ont commencé à se dire, bah, tiens, si on testait ces cordes-là pour l'escalade, pour l'alpinisme. Donc eux, ils ont fait ça de leur côté. Et puis en France, c'est arrivé à la même époque, hein. Donc on a Pierre Chevalier qui a fait fabriquer des cordes par les usines Joigny, hein, c'est ça ? Joigny à Saint-Chamond, là, pas loin d'ici, à Saint-Chamond. Voilà, là exclusivement pour l'escalade. Et les cordes en nylon, bah, elles ont apporté un truc majeur, c'est l'élasticité. Et puis un meilleur vieillissement dans le temps, parce que les cordes en chanvre utilisées jusqu'alors, elles pourrissaient, elles subissaient mal les affronts du froid, de l'humidité, etc. Donc la problématique de la corde, c'est que quand vous avez une chute, là vous avez représenté en gros, en rouge, la force. C'est un capteur de force qui mesure la force. Vous avez un impact qui est très haut sur un temps très court. Donc cet impact est non seulement est destructeur pour la corde, surtout si elle n'est pas élastique, comme les cordes en chanvre, toutes les matières naturelles qui étaient utilisées avant. Et en plus, cet impact, même s'il n'est pas destructeur pour la corde, il est destructeur pour le grimpeur lui-même. Si tout résiste, il est destructeur pour le grimpeur. Donc la problématique posée par Pierre Chevalier, c'était comment baisser ce pic d'effort. Et c'était un ingénieur de formation, et donc il a raisonné en physicien, tout simplement. Donc en rouge, là, tout ce qui en fait un petit peu de physique s'appelle le travail, c'est la force par le temps. Hein. Donc sur l'abscisse verticale, vous avez la force, à l'horizontale, vous avez le temps. Et c'est comment en fait le travail reste le même, c'est étaler ce travail dans le temps. Et donc c'est du coup baisser l'impact de force maximum. Donc sa problématique, ça a été quelle est la valeur maximum admissible par un homme. Alors à cette époque-là, ils avaient fait pas mal d'essais sur des tours de chute pour des parachutistes, essayer de comprendre jusqu'à quel point un parachutiste pouvait supporter un impact important, donc une décélération, hein, qui s'exprime en G, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc ça a été fixé d'une façon empirique à quelque chose qui paraît monstrueux actuellement, mais qui correspond à un impact très très court, parce que l'impact est très très court, avec quelqu'un équipé d'un harnais, c'est 15 G. Donc c'est un impact de 15 G. Et cet impact de 15 G, il a été calibré pour un homme pesant 80 kg, c'est-à-dire harnaché. En fait, c'est un homme de 70 kg plus un harnachement. Donc on a mis la barre à 80 kg. Donc vous arrivez à... C'est de la physique basique, hein. Moi, je suis pas bon en physique, mais quand même. Vous arrivez à 15 G multiplié par 80 et vous avez donc une force de 1200 décanewtons. Alors, pour ceux qui comprennent rien en physique, les décanewtons, à quelque chose près, ça équivaut à des kilos dans le langage commun. Un décanewton égale 1 kilo. Voilà. Donc, 1200, c'est la norme, c'est le point, la force maximum que doit transmettre une corde. Donc ça, c'est le premier point qui a fixé la norme. C'était l'impact admissible par un homme. Et à partir de là, il s'est posé la question de savoir dans quelle situation cet impact était maximum. Quelle était la situation de l'impact maximum? Parce qu'il avait bien compris que la corde devait être un élastique qui devait amortir et donc étaler dans le temps l'impact.
Et donc la question c'était OK, mais quel est l'endroit où l'élastique est en situation la plus défavorable? La situation la plus défavorable, vous avez une idée là, je crois? Non? Non, la situation la plus défavorable, c'est pas ça, c'est quand la hauteur de chute est maximum avec une longueur d'élastique minimum. Voilà, donc c'est la fameuse, c'est là où il a mis en évidence la notion ah, mais je reviens dans le mauvais sens. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Non, qu'est-ce que ouais, je suis pas sur le. Il faut que je mette les lunettes, ça va mieux. Voilà. Donc, il a mis en évidence le facteur de chute, hein, qui est donc un des concepts majeurs. Donc, en escalade, la situation la plus défavorable où l'élastique est le plus court avec une hauteur de chute la plus longue, c'est quand vous partez du relais, vous êtes 2 mètres au-dessus du relais et vous tombez 2 mètres au-dessus, donc 2 mètres au-dessous. Ça fait 4 mètres de chute avec un élastique de 2 mètres. Donc, c'est le fameux facteur 2. Et dans cette situation, il a été établi que les cordes devaient transmettre au maximum 1200 décanewtons. Donc ça, c'est vraiment la base de la chaîne d'assurance. Et c'est vraiment une valeur. Alors actuellement, les cordes sont à des valeurs plus basses que ça, ce qui est bénéfique pour toute la chaîne d'assurance et pour le grimpeur. Mais c'est vraiment la base de toute la chaîne d'assurance, de tous les systèmes d'assurance actuels. Donc ce qui amortit dans le concept de la chaîne d'assurance moderne, le seul amortisseur qui compte, qui est valable et qui est opérant, c'est la corde. Tous les restes sont des rustines et qui ne marchent pas très bien. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples de chute, hein. Voilà, là, vous avez une chute avec un facteur de 0,33. Donc, ce facteur de chute donc, est toujours un rapport entre la hauteur de chute et la longueur de l'élastique. Ça veut dire que finalement, la hauteur de chute seule ne veut rien dire. Il vaut mieux tomber de 6 mètres avec un facteur de chute faible que de 1 mètre avec un facteur de chute élevé. L'impact sur toute la chaîne d'assurance, c'est-à-dire toute la résistance de tous les points, y compris le grimpeur, sera bien moindre que si vous tombez que de 1 mètre en chute facteur 2. Ça, il faut vraiment le comprendre, c'est la base de tout. Donc, on vous a fait des petits exemples. Chute facteur 0,5. Hein. On se focalise uniquement sur la résistance des points, on est d'accord. C'est sûr qu'une chute de 6 mètres, c'est pas à souhaiter. Mais en tout cas, c'est ce que ça va solliciter sur la chaîne. Enfin, voilà. Pour être bien clair. C'est pas à souhaiter sur vous, parce que vous pouvez percuter des choses. Mais si vous tombez plein vide, en imaginant qu'on tombe plein vide, c'est le cas là sur les illustrations, il vaut mieux tomber de 6 mètres avec un facteur faible que de 1 mètre avec un facteur important de 2. Voilà. Le fameux facteur 2, vous tombez directement sur le relais. Hein, c'est la situation la plus critique. Donc là, c'est un petit graphe pour vous donner des repères. Donc ça, on n'est qu'au niveau de la corde, qui est vraiment la clé de voûte de tout le système. Tout le système, vous allez voir, est construit autour de cette corde et les capacités d'amortissement de la corde. Donc là, c'est un petit repère. C'est sur une corde lambda, peu importe la corde, qui est assez ancienne parce que vous voyez, en chute facteur 2, elle a une force de choc de 1200 décanewtons. Et vous voyez que l'impact va descendre en fonction du facteur de chute. Et il va décroître plus vite que le facteur de chute. Hein. Donc, par exemple, si vous avez de 2, vous passez à une chute facteur 0,9 qui est pratiquement 1, vous ne divisez pas par 2 la force de choc. Hein. Vous voyez que ça décroît d'une façon, ces deux courbes un peu décalées. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la clé de voûte du système d'assurance. Alors, comme on est joueur, on vous a fait un petit quiz. Pour voir si vous avez bien écouté la leçon. Et si voilà, on vous pose comme question, dans quelle situation le second cordée peut être en chute facteur 2? Est-ce que ça peut exister, d'après vous? C'est pour entamer le dialogue avec vous et poser des petits points. Est-ce que, d'après vous, un second peut être en chute facteur 2? Non, parce que tu n'es pas au-dessus du relais. Non, il n'est pas toujours en dessous du premier. Voilà. Il y a typiquement, moi je connais une voie personnellement que je pratique régulièrement, qui est dans la vallée de la Drôme, qui s'appelle la voie des Parisiens aux Trois-Becs, où la R1, R2
le second descend au relais. Donc il descend, il est au-dessus, la longueur se passe à gauche, on arrive en haut d'un surplomb, on redésescalade pour arriver à une vire. Et donc le premier, quand il descend, il n'a pas de problème. Mais le second, quand il descend, à un moment, il est en chute facteur 2 sur le relais. Donc attention, la chute facteur 2 n'existe pas que pour le premier de cordée, elle peut exister aussi pour le second. Et quel est le... Alors, pour vous faire voir ça, voilà. Alors, là, vous avez le second qui descend, c'est pour vous illustrer ça. Il descend au relais, il est assuré sur le relais. L'assureur qui est au relais, c'est le leader de la cordée. Donc là, le second est bien en chute facteur 2. Une autre question, quel est le facteur de chute maximum en escalade d'une longueur sur de la couenne, typiquement? D'après vous, est-ce que vous avez une idée? Voilà, c'est effectivement 1. Et en étant en chute facteur 1, vous tombez au sol. Voilà. Donc c'est pour ça que aussi il y a toute une espèce de mythologie autour de l'assurance dynamique, etc. en couenne. Oui, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'en couenne, vous êtes au maximum en chute facteur 1. Donc vous êtes sur un facteur de chute qui... On considère qu'au-dessous de 1, c'est des facteurs de... Je sais. Voyez, regardez, là, vous êtes, si la corde a une chute, a une force de choc de 1200 décanewtons en chute facteur 2, en facteur 1, 0,9, vous êtes à 872. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus bas quand même. Et en général, on tombe rapidement vers des facteurs de 0,5, 0,4, donc en couenne. Donc voilà. C'est juste pour voir si vous suivez. Donc après, ça c'est la corde. Donc il y a le baudrier sur lequel est attachée la corde. D'après vous, quelle est la résistance que doit avoir le baudrier pour être cohérent avec la corde, avec les 1200 décanewtons d'impact maximum transmis sur la corde, par la corde? D'après vous, quelle est la force que doit avoir un baudrier, la résistance que doit avoir un baudrier? Voilà, théoriquement 1200. Dans les normes, alors les normes, c'est très empirique. Alors, si vous voulez, c'est de la théorie vérifiée par de la pratique et par des retours fabricants qui ont des ruptures de matériel, des usures de matériel, etc., etc. Donc, à partir de là, on extrapole, on met des valeurs. Et sur le baudrier, je sais pas comment on dit, la norme a mis 1500 décanewtons, c'est-à-dire elle a mis 300 au-dessus de la valeur théorique, parce que c'est quelque chose qui s'use, qui s'abîme, c'est quelque chose de beaucoup moins pérenne qu'un mousqueton, par exemple. Donc du coup, ils ont pris une valeur un petit peu supérieure, en sachant qu'aussi le fabricant va être lui-même au-dessus, parce que pour passer 1500 sur les tests à tous les coups, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quand vous présentez 3 produits, il faut qu'ils passent tous les 3. Il n'y en a pas un qui peut être au-dessous de la norme. Donc voilà. Donc votre baudrier tient 1500 décanewtons, y compris sur l'anneau de Pontet. Votre anneau de Pontet, le test est fait sur l'anneau de Pontet. Donc votre baudrier est quand même... Et en plus, c'est fait sur un mannequin rigide qui transmet beaucoup plus d'énergie au baudrier qu'un corps humain qui est mou, qui va amortir beaucoup d'énergie. Donc c'est le baudrier... Oui. Alors, les baudriers de canyoning, à vérifier, je parle au conditionnel, mais je crois qu'il n'y a pas de norme spécifique pour les baudriers de canyoning, c'est considéré comme des baudriers d'escalade. Mais tous les baudriers d'escalade, c'est-à-dire du baudrier de ski de rando au baudrier de big wall, tous, c'est la même norme. Il n'y a qu'une norme pour tous les baudriers. La résistance est la même, c'est le confort et l'équipement du baudrier qui va changer. Voilà. Donc vous voyez, il y a complètement cohérence entre le baudrier, la corde. Donc là, j'ai encore un petit quiz pour vous. Donc on vient d'y répondre directement. Et le baudrier de spéléo, non, il y a attention, le baudrier de spéléo a une particularité. Alors au niveau résistance, je crois qu'il est sur une norme différente. Et surtout, il a un encordement différent qui pose problème. Vous êtes encordé très très bas. Vous avez des grands risques de retournement tête en bas avec un baudrier de spéléo. Attention, ce n'est pas du tout le même concept de géométrie. Voilà. Donc après, il y a les connecteurs. Donc ce qu'on appelle, ça c'est le terme officiel de la norme, ça s'appelle un connecteur. Nous on appelle ça un mousqueton. Là je sais pas ce qui... Ah ben non, c'est moi qui reviens en arrière encore une fois. Voilà.
Donc, dans un monde parfait, vous avez G qui est le grimpeur, qui va développer 1200 décanewtons. De l'autre côté, vous avez A qui est l'assureur. Et vous avez là, ces deux forces qui s'additionnent. Et donc, F, c'est ce que doit supporter le mousqueton. On est d'accord. Donc, le grimpeur développe 1200 décanewtons au maximum. Là, c'est dans un monde parfait. Il faudrait que l'assureur, pour équilibrer la force, soit à 1200 décanewtons lui aussi. Or, on n'est pas dans un monde parfait. Comme vous pouvez le savoir tous les jours, il y a plein de choses qui prouvent le contraire. Il y a du frottement dans le mousqueton. Ce frottement est estimé, c'est une estimation donnée par la norme aussi, qui est une valeur tirée par expérience sur plusieurs types de cordes, plusieurs mousquetons, etc. C'est à peu près un tiers. Le frottement absorbe un tiers de l'énergie. C'est-à-dire que l'assureur doit exercer une force d'un tiers inférieure au grimpeur, aux 1200 décanewtons du grimpeur. Donc vous êtes donc sur 800 décanewtons, donc 1200 plus 800, vous êtes à 2000. Donc, vous allez pouvoir, là, ça c'est la norme, avec les résistances principales de la norme. Vous pouvez voir que la résistance grand axe des mousquetons est à 20. Alors là, on est en kilonewtons, c'est-à-dire à 2000 décanewtons. Sauf un mousqueton, le mousqueton qui s'appelle X dans la norme, qui est un mousqueton conçu pour l'escalade artificielle, où on considère que les chutes sont de faible ampleur. Donc, c'est les mousquetons qui sont parallèles, parallèles qu'on trouve très très peu ici, qui sont beaucoup plus utilisés aux États-Unis, dans des coins comme ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a complètement cohérence entre la corde, le baudrier d'un côté, le mousqueton qui tient de l'autre côté. Donc là, vous avez les trois éléments principaux de la norme. Après, derrière le mousqueton, vous avez un piton, un coinceur ou une broche scellée. Là, on n'a pas vraiment, parce qu'on a pas beaucoup de temps, je ne sais pas à quelle heure on doit finir déjà. Et donc on n'est pas rentré parce que là ça se complique beaucoup parce qu'on considère que certains points sont faits pour supporter des chutes de faible hauteur, etc., etc. Donc avec des facteurs de chute faibles, donc avec des forces de choc beaucoup plus basses que les 1200 décanewtons. Voilà. Donc ça, c'est important que vous compreniez qu'il y a complètement cohérence. Ça veut dire que dans toute votre chaîne d'assurance, il n'y a pas d'autre amortisseur que la corde. Il n'y a que la corde qui est un amortisseur. Voilà. Tous les autres amortisseurs sont à la marge et fonctionnent très mal. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Parce que le second, vous le considérez comme un point fixe. Si le premier a mis un mousqueton de renvoi à 52 mètres, hein, si le second est bien vaché sur le point et en dessous du point, hein, quand le choc va arriver, il y a la dynamique du corps du second qui va freiner la chute. Contrairement à l'erreur qu'on se met dans beaucoup, où le second il met son point d'assurage sur un point, et puis s'il n'est pas fait du freinage dynamique, il doit complètement le. Alors que si c'est le corps du second qui va faire l'absorption dynamique d'une perte d'énergie, il y aura moins de. Alors là, il y a des études, notamment de l'ENS. Alors vous savez que les Italiens, les Autrichiens n'assurent que le leader est assuré au relais que avec le système, le frein d'assurance posé sur le relais, directement. Et il y a des essais dernièrement à l'ENSA qui ont été faits. Oui, mais j'ai vu les vidéos, mais je ne suis pas d'accord. Après, c'est pas les vidéos, là, c'est les capteurs de force qui ont donné des valeurs. La question, c'est très difficile de simuler, parce que je dis, l'avantage que le Oui. Hein, il fait une masse. Donc cette masse, elle va réagir au choc. Oui, mais sauf qu'elle sollicite plus le relais. En fait, il y a une double sollicitation. Enfin, bon, ça, c'est un débat annexe, c'est-à-dire que quand vous tombez. Alors, on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire effectivement, on va y arriver là. On va y arriver. On reste là, c'est la conception de la chaîne d'assurance. Hein, c'est comment elle a été conçue. Là, on vous parle comment elle a été conçue, comment elle a été fabriquée, et comment donc la norme répond, et donc le matériel qui vous est vendu est fait dans ce cadre-là et correspond à ce cadre-là. Donc ça veut dire que quand vous mettez, par exemple, pour parler de choses, pas du relais, qui est un problème très, très compliqué en ce moment, mais par exemple, des dégaines explosent. Les dégaines explosent actuelles n'amortissent que
des valeurs très très faibles. D'ailleurs, elles ont été conçues à l'origine pour de l'escalade artificielle, c'est-à-dire des chutes faibles avec des faibles facteurs de chute. Et il y a un gars qui s'appelle Fabien Meyer, qui est un ingénieur qui avait fait une recherche à l'ENSA il y a maintenant plus de 20 ans, qui a prouvé que les dégâts explosent pour des chutes dès qu'on dépasse les facteurs 0,5. C'est anecdotique la dissipation de l'énergie qui est créée par ça. C'est des systèmes, en gros c'est une sangle, parce que pour dissiper... C'est une sangle repliée avec des coutures de faible résistance et qui peuvent craquer successivement et créer un amortissement. Ouais. Par contre, à la différence des longes de via ferrata, parce que ça c'est important d'en parler dans le matériel sur l'absorption de choc, les longes de via ferrata, il faut faire la différence entre... Avant on prenait des longes, limite on prenait des longes en sangle, hein, je parle du tout début, où là il y a zéro absorption, il y a zéro élasticité, et donc on imagine une chute importante sur un câble avec un arrêt net. Là on peut non pas avoir un facteur de 2, mais des facteurs encore plus élevés, donc on va tout casser. De mettre un bout de corde, ça ne va pas changer le problème, parce que l'élasticité d'un mètre de corde ne va pas pouvoir plus absorber le choc. Par contre, d'avoir un système mécanique, et c'est le principe des longes de via ferrata, soit par déchirement, soit par coulissement dans un système qui fait que ça freine, il y a un vrai frein, là oui, il y a absorption. Voilà. Mais il faut juste, là, ce qu'on disait sur le matériel et sur la chaîne d'assurance, c'est que c'est vraiment l'ensemble de la corde qui va être le meilleur élastique pour absorber les chocs. Mais par contre, le fait, par exemple, d'avoir une longe dynamique ou une longe statique, dans beaucoup de situations, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. Voilà. Par exemple, si on est vaché à un relais et qu'on a un petit choc, ça va pas être majeur, quoi. Voilà. Il faut juste rapporter ça à la longueur du matériel. Voilà. Pour revenir sur les dégâts explose, donc c'est assez petit. Hein. Donc il y a deux façons de. Donc quand tu tombes, tu développes de l'énergie. Tu l'as vu, on l'a vu sur le graphe là. Et le problème, c'est soit tu le diffères dans le temps pour éviter ce pic, et donc tu fais la même énergie mais plus longtemps, parce que c'est vrai que 10 kg sur un piton qui tient que 10 kg, tu peux les laisser éternellement. Par contre 100 kg sur le même piton, un bref instant il ne va pas supporter. Donc ça c'est une dissipation, donc c'est des systèmes élastiques généralement comme la corde. Après tu as des dissipateurs d'énergie qui sont sous deux formes, soit en forme de chaleur, c'est dû par glissement, hein. Typiquement, c'était des plaquettes avec des trous, là, une bout de corde passée dedans et ça frottait. Ou alors, tu casses de la matière. Et typiquement, c'est les systèmes actuels qui sont utilisés sur les longes de via ferrata ou les Degen Explose, tu casses des coutures, tu casses du matériel. Et donc, en cassant le matériel, tu crées aussi de la chaleur, d'ailleurs, en passant, mais tu dissipes de l'énergie. Mais donc, quand tu vois dans les travaux sur corde, ils ont des systèmes amortisseurs, c'est des trucs qui sont gros comme ça. Hein. Voilà, voilà, il faut que ça soit gros. Oui, mais en escalade, ce qu'on utilise, c'est des trucs qui sont comme ça, donc ça dissipe que dalle. Voilà. Donc ça, il faut pas se leurrer. C'est la corde qui est votre meilleur amortisseur. C'est pour ça que, en toute logique, est-ce que vous devez choisir la même corde, je ne parle pas du type à double, à simple, des choses comme ça, mais une corde avec les mêmes caractéristiques. Si vous faites de l'escalade sur des points précaires type cascade de glace, ou est-ce que quand vous faites de la couenne, vous pouvez avoir une réflexion là-dessus. Vous n'avez pas des idées de réflexion là-dessus? Déjà de la couenne, vous ne serez jamais en chute facteur 2. Hein, d'accord, on est d'accord. Et en cascade de glace, vous êtes potentiellement en chute facteur 2, avec des points précaires. Donc si vous achetez une corde pour la cascade de glace, vous avez intérêt à privilégier une corde avec une force de choc très très basse, c'est-à-dire moins de 1200, voire moins. C'est pour ça que par exemple on utilise des cordes à double sur un seul brin qui offre le plus d'amorti possible. Par contre en couenne, c'est un petit peu idiot d'avoir une corde très dynamique, parce que ça ne sert à rien, parce que vous n'avez pas de chute facteur 2. Et deuxièmement, vous avez la chute, l'amorti, vous avez bien compris, l'élasticité va avec un allongement de la corde, donc vous risquez de tomber jusqu'au sol, hein, y compris en second, quand vous grimpez en moulinette, vous avez bien vu, maintenant il y a des voies de 50 mètres, ça fait 100 mètres de corde. La norme, c'est avec un poids en allongement statique, c'est juste
pendre 80 kg, c'est jusqu'à 10%. 10% sur 100 mètres, ça fait 10 mètres. Donc vous tombez par terre, vous pouvez tomber par terre à 10 mètres à pied, 10 mètres du sol. Alors c'est une chute amortie parce qu'elle se tend, mais vous tombez par terre quand même. Donc il faut avoir un regard. La corde, c'est l'élément clé sur lequel vous pouvez avoir un regard particulier, avec une approche particulière, en sachant que tout ce que vous mettrez autour, tout ce qu'on vous vend autour pour amortir, pour améliorer l'amortissement de la corde, c'est illusoire. C'est à la marge, mais vraiment à la marge. Voilà. Il y a autre chose qu'il faut que vous soyez conscient, c'est qu'une corde qui frotte, mais ça vous devez le savoir parce que ça a quand même été un message qui a été beaucoup passé, c'est que vous pouvez avoir 50 mètres de corde dépliée, mais en fait l'amortissement peut se faire que sur les 10 derniers mètres parce qu'il y a tellement de frottement que en fait ça frotte, donc vous perdez l'élasticité à chaque fois. Et donc, vous n'avez pas 50 mètres de corde engagée, vous en avez que 10 mètres au niveau amortissement qui sont engagés dans l'amortissement. Oui. Dans les spécifications pour équiper les travail, il dit bien que le poids doit être sur une droite. Oui, mais c'est la réalité, pas toujours... Surtout quand on met des coinceurs et des... Il faut penser à ça. Oui. Théoriquement, si possible. Et si on met des poids, il faut mettre une petite sangle pour Voilà. que le passage d'accord soit vertical. Alors, vas-y, tu as un truc. Non, mais c'est une remarque très juste. Et puis déjà, ça t'évitera de tirer comme un mulet à la sortie de la longueur. Donc là, c'est un peu une question qui fait un peu par rapport au mousqueton. Donc, quand vous êtes sur un point douteux, vous butez, vous êtes arrivé sur un point douteux, vous avez mis un tout petit coinceur, il y a un piton pourri. Il vaut mieux vous faire prendre par le second ou il vaut mieux se vacher sur le point? Pourquoi? Parce que ça fait qu'un poids. Voilà, parce que vous n'avez pas l'effet poulie avec votre copain qui équilibre. Donc vous n'avez pas un d'un côté et un moins un tiers de l'autre côté. Ça fait un deux tiers. Vous n'avez que un. Vous comprenez? Donc ça, c'est des petites... pour illustrer un peu le propos. Donc là, je vais vous parler de quelque chose qui a un flou artistique complètement en ce moment, c'est les freins, les systèmes de freins. Donc il y a un projet de norme qui n'arrive pas à aboutir parce que ce dont je vous parlais, c'est des valeurs globales et des directions générales parce que ça va dépendre du type du frein, de chaque modèle de frein, son état de surface, de choses comme ça, de la qualité de la corde, la variété de la corde, la gaine de la corde, la rigidité de la corde. Donc c'est pour ça que la norme est compliquée à mettre en corde, parce qu'il faut faire une corde type pour pouvoir donner des valeurs constantes, valables. Donc là, simplement, voilà, je vous donne, ça s'appelle le FMF, la force de multiplication, le facteur de multiplication de force. C'est-à-dire que c'est des valeurs larges, hein. C'est-à-dire avec un demi-cabestan, quand vous tenez un d'un côté, de l'autre côté, on peut tirer 9 à 14. C'est-à-dire que je fixe mon mousqueton avec un demi-cabestan, mon frein, mon système de frein sur un point fixe. Je tiens d'un côté, et de l'autre côté, je tire. Et je regarde combien, quand je tire là, de ce côté, du côté grimpeur, combien de l'autre côté il faut que je tienne pour équilibrer la force grimpeur. Donc sur un mousqueton passé, on a vu que le rapport, il y a un tiers qui se perd. Donc là, dans les systèmes de frein, l'objectif, c'est créer plus qu'un tiers. Il y a plus que ça en perte. Donc dans un mousqueton, vous avez un facteur de 9 à 14. C'est des chiffres. Hein. Sur un demi-cabestan, pardon. Je croyais que c'était pas recommandé d'assurer un premier en demi-cabestan. Alors non, alors il faut savoir qu'il y a des pays où c'est interdit, dans les salles d'escalade, d'assurer autrement que sur demi-cabestan. Hein. Oui, ouais. Ouais, parce que le demi-cabestan a une force de freinage importante. Il a un facteur, vous voyez. Alors, théoriquement, il y a eu un accident répertorié où il y a eu une chute facteur 2 sur un assurance demi-cabestan et la corde a cassé. Parce que le défaut du demi-cabestan, il est tellement compact qu'il amène beaucoup de contraintes et de chaleur sur une toute petite partie de la corde et il peut amener à la rupture de la corde. Voilà. Mais c'est en chute facteur 2, hein, c'est pas voilà. Mais bon, voilà.
un système, vous voyez que sur un système type Reverso, on est beaucoup plus bas, enfin on est plus bas en valeur, de 6 à 12. Hein. Et vous voyez que sur un système à freinage assisté type gris-gris, on est à 24 à 40. C'est-à-dire que le gris-gris glisse à un moment. Mais il multiplie jusqu'à 40 quand même la force. Mais il glisse. Hein, c'est pas les gens qui croient que c'est pas un autobloquant. Il ne bloque pas en fait. Hein. Attention, il glisse. Il finit par glisser. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand vous allez voir ça derrière. C'est un test qui a été fait. Alors, je ne connais pas la corde, ça va dépendre de la corde et plein de choses. C'est des valeurs, alors avec main nue et avec gants, qui ont été faits avec une corde une corde à simple de 10 mm. Combien on peut tenir avec une main? Quelle force on arrive à tenir? Donc, c'est en décanewton. Donc, vous voyez, ça fait de 7,5 à main nue à 21 à 37,5. Alors, on peut parler en kilos si vous voulez. Hein, de 7 kg à 37 kg, ça fait une moyenne de 21 à peu près. Et avec les gants, un peu moins, ça glisse. Donc, si vous prenez... attendez, j'ai des petites notes, autrement je m'y perds. C'est contre-intuitif d'ailleurs que vous faites moins avec les gens en fait. Oui, ouais, c'est contre-intuitif, mais c'est assez... enfin, après, quand tu descends en rappel, tu t'aperçois qu'avec des gants, souvent, ça chauffe pas, mais ça glisse plus. Parce que tu n'as pas le côté humide de la main qui crée de l'adhérence supplémentaire. Et du coup, le problème, c'est la préhension, c'est au niveau de la préhension de la corde et pas au niveau de la... Là, on parle que de l'appréhension de la corde. Mais Je voulais savoir une chose. Les 15 personnes là, elles ont utilisé la même corde ou c'est toute la même corde. Ça, c'est un test qui a été fait par le BMC. Non, mais je vous dis, chaque fois on a mis un brin de corde neuf. Alors, j'étais pas là quand ils ont fait la procédure. Ça aussi, hein, Mais oui, non, mais l'ENSA a fait des tests. Ils sont tombés sur à peu près les mêmes valeurs, hein, à quelque chose. Alors, ce que je vous dis, c'est quelque chose. Ça veut bien dire que sur l'échantillon, celui qui a tenu moins bien, c'est 7,5, celui qui a tenu, Ouais. c'est 37. Ouais. Il y a quand même une grosse variation Ouais. d'échantillon, j'imagine. Ouais. Ils n'ont pas tous le même gabarit. Non, ils ont pris des femmes, voilà. Mais c'est juste pour vous donner des valeurs, pour avoir des idées dans la tête. Un peu pour avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends la valeur moyenne de 21,5, tu la multiplies par le reverso qui est... tu as 12. Faites-le si vous avez votre téléphone. Mais je crois que tu es... 250 décanewtons. C'est que dalle. C'est-à-dire 250 décanewtons, c'est que dalle. La force que tu peux tenir avec un reverso, c'est 250 décanewtons. Vous avez vu que les forces de choc sont beaucoup plus importantes. Donc, pourquoi ça fonctionne? Parce que globalement, ça fonctionne quand même. Il n'y a pas beaucoup d'accidents, mais il y a quand même, on voit qu'on est borderline, et on sait qu'on est borderline, parce que des gens qui laissent glisser la corde, qui laissent échapper la corde, ça arrive, ça existe. Il y a des exemples d'accidents pas très vieux où moi j'en connais plusieurs où finalement c'est la corde qui s'est coincée dans le système de freinage, le gars a tout lâché parce qu'il avait les mains brûlées et tout, il n'arrivait pas à arrêter. Ça existe. Non, t'en connais pas. Donc voilà, donc c'est pour vous dire attention, un frein c'est à manipuler avec attention, il faut être attentif et ça fonctionne pas. Je veux dire, c'est pas un truc qui vous donne une marge de sécurité énorme sur ces problèmes de facteurs de force de choc. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Après, là où ça marche, j'imagine, où ça marche plutôt bien dans la réalité, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a quand même, on parle de la corde comme étant dynamique et principal amortisseur, mais finalement, le principal amortisseur, c'est aussi l'assureur. Ouais. Enfin, c'est le code. parce que si on lui tire une tonne 2 sur le baudrier, bah, il va se retrouver collé au plafond. Voilà, ouais. Même s'il est statique complètement Ouais. sur la corde. Voilà. Mais il y a quand même, Alors, moi, je peux vous dire, cet hiver, j'ai assisté à un test sur des broches à glace avec les certificats, enfin, avec les gens qui siègent à la commission de certification pour les broches à glace. Et on a fait des chutes facteur 1 en situ, hein, avec un mannequin qui faisait 80 kg. Donc on a des mannequins lestés faits pour ça, qui ne sont pas rigides, qui sont un peu mous, là, qui représentent assez bien le corps humain. On les a lâchés en facteur 1 avec une corde à simple.
et l'assureur assuré sur demi-câble posé sur un relais, donc c'est-à-dire hyper statique. Donc on arrivait à des valeurs entre 400 et 500 décanewtons sur le point, des fois un tout petit, je crois qu'on a eu une ou deux valeurs au-dessus, mais dans tous les cas, l'assureur qui assurait avec des gains, on marquait la corde, hein, donc on avait la corde marquée, on savait exactement, laisser glisser 30 à 40 cm de corde sans le vouloir dans le système de frein, dans le demi-câble. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans la réalité des choses, quand il y a une chute comme ça, avec une force qui dépasse ces valeurs que vous pouvez tenir, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais bon, d'abord vous vous déplacez, effectivement, vous amortissez, mais même vous laissez glisser, pas énormément, mais 20-30 cm, et ça suffit déjà pour dissiper pas mal d'énergie. Donc là, j'ai un graphe qui est intéressant. Ben, en fait, il n'y a pas de frein idéal. En fait, ça dépend aussi, il faut préciser ça, ça dépend de la corde que vous allez utiliser, le diamètre. Maintenant, les freins, ils préconisent aussi des diamètres de corde particuliers. Ça dépend aussi dans quelles conditions vous grimpez. Par exemple, on prenait l'exemple de la cascade ou d'une voie en rocher, c'est très différent. Quand les cordes sont mouillées, voilà. Donc, il faut bien vous renseigner, surtout quand vous achetez un système de freinage, de voir si ça correspond, ça paraît bête, mais aux cordes que vous allez utiliser, si c'est bien fait pour, quoi. Voilà. Mais par exemple, il y a eu des exemples d'accidents, d'incidents, parce que ça s'est bien passé, connus, qui sont la grosse problématique sur les cordes à double, qui sont que j'utilise moi personnellement beaucoup en grande voie, dit terrain d'aventure, où ça permet de clipper alternativement les deux brins. Il faut ça, quand on le dit comme ça, il faut savoir que sur un brin, vous ne bloquerez jamais. C'est-à-dire une chute un peu importante sur un seul brin, avec un frein actuel, vous laisserez glisser. Mais c'est naturel, si vous réfléchissez un peu, est-ce que quand vous descendez un rappel sur un seul brin de corde à 8,5, est-ce que vous arrivez à vous tenir? Moi, j'y arrive pas, hein, je suis taqué. Et, non, t'es pas taqué? Ouais, on y arrive, mais t'es taqué. T'es taqué et tu n'as pas d'énergie. Tu as juste ton poids, tu as juste 80 kg, 70 kg à tenir. Ouais. Donc, voilà. Donc, sur. Ouais, pour créer du frettement en plus. Ouais. Donc, ça veut bien dire que, si tu veux, par exemple, une des problématiques actuelles qu'il y a, c'est que quand tu as un leader qui grimpe sur deux brins, qui clip alternativement un brin, et ben, s'il prend une chute faible, ça va à peu près, surtout que l'autre brin va rapidement se tendre derrière. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que s'il il est nettement au-dessus du point, enfin, tu prends une chute importante avec un facteur de chute un peu sérieux, et ben, vous laisserez glisser jusqu'à ce que les deux brins arrivent en tension. Et d'ailleurs, la norme, quelque part, est faite dans ce sens-là. Elle anticipe sur ce problème-là. Voilà. La norme, on ne va pas rentrer dans les notes, parce que suivant le type de corde, les normes ont des variations, elles ne sont pas exactement les mêmes. Et la norme sur les cordes à double, elle est différente de la norme sur les cordes à simple, parce qu'elle anticipe sur ce problème-là. En fait, elle considère que, quand vous arrêtez la chute, quand les deux cordes sont tendues. Donc, si vous assurez sur un seul brin de corde à simple, eh ben, il faut peut-être mieux être sur un demi-cab, par exemple, ou alors il faut créer un frottement supplémentaire, quoi. Ouais. Si, ça commence. Il y a. Oui, je crois que c'est Delrid qui avait sorti les premières cordes jumelées, là, qui sont donc des 7 mm très très fines, et il les vendait à un moment avec un descendeur spécifique qui était vendu avec la corde. Donc, mais là, il y a une norme qui est en train. Alors, je ne sais pas, parce que je vous dis, il y a le problème de la fabrication de la corde de référence, mais il y a une norme qui est en état qui devrait. L'objectif de cette norme, enfin, les gars qui travaillent sur cette norme, c'est pour arriver à donner une valeur de freinage. C'est-à-dire que quand vous la achetez, vous pourrez comparer deux systèmes de freins de deux fabricants différents, par exemple, parce qu'il y en aura un qui aura un freinage plus important que l'autre et la valeur sera valable parce qu'elle sera étalonnée avec la même corde. Parce qu'au final, les valeurs que vous avez données tout à l'heure, ça ne spécifie pas du tout le diamètre de corde. Enfin, je veux dire, ça donne un ordre de grandeur, mais
Voilà. Voilà, C'est juste pour dire. entre 11 et 8, il y a un freinage complètement différent. Voilà, oui, c'est parce qu'il y a tellement de variables qu'on peut pas être précis, quoi. Pour le coup, les cordes, elles évoluent assez vite ces dernières années. Voilà, sous 10, Mm. qui donne jusqu'à 7,3. Ouais. Mais ça dépend aussi beaucoup de la 7.3, quoi. En plus, il faut savoir. Alors, je ne sais pas où ils en sont. À un moment, méfiez-vous parce qu'il y a il y a le diamètre réel de la corde qui est mesuré par la norme avec une procédure particulière. Et après, il y a le non commercial. C'est-à-dire que vous avez une corde qui peut mesurer dans la norme 8 mm. Et puis, elle s'appelle 7-8 Tartampion. Le fabricant a le droit jusqu'à 0,3 de différence avec la valeur mesurée. Donc, soit au-dessus, soit en dessous. Donc, la même corde peut se retrouver sur le marché, exactement la même corde, Ouais. vendue par fabriquée au même endroit, mais vendue par deux marques différentes, en fonction de savoir si Et stocké le fabricant veut dire que moi j'ai Ouais, ça, c'est s'il encore. veut dire que moi j'ai une corde qui fait X grammes au millimètre pour faire du diamètre, vous pouvez avoir jusqu'à 0,6 mm de différence, ce qui est énorme. Ouais. La même corde. Voilà. Donc, Tolérance de la norme, ça c'est un peu. Ça, ouais, c'est des. bizarre. Ben, les normes, c'est toujours. Enfin, les normes, c'est des outils qu'on crée avec des. Je vous dis, on coupe d'une façon plus ou moins arbitraire, quoi. Donc voilà, c'est pas quelque chose de parfait. 0,3 de moins ou 0,3 de plus en fonction de ce que tu veux vendre Ouais. derrière. Si tu veux vendre un produit. Non, mais ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est ce qui est intéressant, moi je trouve à comprendre, c'est voilà, la corde, la chaîne a été construite avec la corde 1200 décanewtons en chute facteur 2, qui est le cas le plus défavorable, force maximum d'impact. Bon, généralement, on est vers les 1000, même il y en a qui descendent à 800 des cordes à simple. Et après, pourquoi voilà, votre baudrier il a 1500, votre mousqueton il a 2000. Après, là, je vous ai fait un petit truc là sur l'assurance dynamique, parce que ça recoupe un peu la remarque du monsieur en disant et on se fait lever. Ça amortit. Donc, ce qu'il faut, là, vous avez trois courbes. Vous avez la courbe du haut, la courbe bleue, c'est la courbe. C'est un capteur qui a été mis sur. C'est les capteurs qui ont été mis. C'est le capteur qui a été mis sur le point. Donc là, je ne sais pas exactement donc en haut, l'axe vertical, c'est des newtons. Hein, il y a 8000 newtons. Ça fait 800 décanewtons, donc ça fait une corde moderne en chute facteur 2. Et l'axe horizontal, c'est le temps. Donc là, vous avez là en bleu, vous voyez l'impact qui est presque à plus de 7000 en tout cas. Vous avez en vert l'impact sur le grimpeur. Hein, vous voyez, vous êtes presque à 5000. Et en rouge, l'impact sur le second. Et là, vous êtes à moins de 3000. Donc vous comprenez aussi pourquoi on arrive avec des freins qui ne sont pas terribles à quand même tenir ça. C'est qu'en fait, l'impact le moins important est quand même sur l'assureur. Voilà. Et après, ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que vous voyez que tous ces impacts-là se tendent dans un temps. Donc il y a le zéro qui est la chute. La chute finit en 1 seconde à peu près. Et les impacts, le pic de l'impact est passé en 1 seconde et demie. Vous avez 30 secondes. Donc si vous voulez faire de l'assurance dynamique, 30 secondes, vous avez une demi-seconde, pardon. Je voulais dire 30, enfin bon. Et vous avez une demi-seconde pour faire de l'assurance dynamique. Donc ça veut dire que faire de l'assurance dynamique, c'est super compliqué. Il faut être dans des super conditions. Si vous êtes au relais, pendu, pas bien et tout, vous la rallongerez, vous allez donner de la corde, vous allez faire glisser, mais vous ne dynamiserez rien. Ça, c'est toujours avec le système d'assurance en direct sur le relais, là, le schéma. Non, c'est sur le gars. Ça, c'est sur le gars. Ouais. Donc, mais c'est surtout, moi ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre que l'assurance dynamique en ce moment, tout le monde veut assurer dynamique. En fait, la réalité des choses, c'est que c'est très compliqué à faire parce que vous avez une demi-seconde de temps pour le faire. Et que, en fait, dans la réalité du terrain, c'est que vous assurez, c'est comme M. Jourdan, vous faites de la prose sans le savoir, vous dynamisez sans le savoir. C'est-à-dire que vous, de toute façon, vous allez être soulevé, vous allez bouger, vous allez laisser glisser la corde dans votre appareil parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et que, de toute façon, voilà, déjà vous dynamisez. Après, si vous êtes un super assureur avec beaucoup d'expérience, que vous êtes sur un terrain très facile, plat, au pied d'une falaise, vous allez pouvoir encore amortir et dynamiser la chute.
Mais dans les autres situations, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que vous allez effectivement dynamiser, mais après, dans ce temps-là, donc où ça ne sert plus à rien. Vous allez... Voilà. D'ailleurs, c'était la dernière question. Voilà. Donc c'est la dernière question, d'ailleurs, qui correspond à notre quiz. Lors de la chute de mon leader, si je rallonge la longueur de corde, est-ce que je diminue la force de choc? Eh bien, dans la plupart des cas, non. C'est-à-dire que les gars que vous voyez en salle d'escalade qui assurent en laissant traîner la corde par terre, comme ça, et qui disent c'est pour dynamiser, c'est vachement mieux et tout, c'est pas vrai. Parce que, vous l'avez vu, la force de choc est issue du facteur de chute. Le facteur de chute, c'est le rapport entre la longueur de chute et la hauteur de corde. Donc, si vous rallongez la hauteur de corde, vous rallongez la chute, et le rapport reste toujours le même. Ça dépend du facteur de chute en fait. Si on est supérieur à 1, c'est intéressant de donner de la corde. Si on est en dessous de 1, donc en pleine, ça sert à rien. En grande voie, si c'est au départ du relais, c'est intéressant. Ben non, parce que tu es toujours en chute facteur 2. Si je suis sur un facteur de chute qui est proche de 2 et que je laisse une grande boucle, je vais me rapprocher du facteur de chute 1. Non. Je veux dire, vas-y. Et non. Là j'ai 5 mètres, donc 10 mètres de chute. Si j'ai 5 mètres de corde, j'ai facteur 2. Ouais. Si je donne 10 mètres de corde de plus, je n'aurai pas de facteur. Oui, mais tu vas à la marge parce que tu le diminues que sur la moitié de la chute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on est au-dessus de 1, Oui. ça peut gagner un peu. Oui, vous avez compris ce qu'il a dit, là? Ça gagne rien. Je vais vous faire voir avec les doigts parce que ça parle plus. Donc il dit effectivement que le leader est là, l'assureur est là. Donc j'ai 5 mètres de corde. Donc il tombe de 5 mètres, une hauteur de 5 mètres au-dessus. Et si là je rallonge la hauteur de chute, je rallonge la corde, je rallonge effectivement la hauteur de chute sur cette partie de la chute. Donc je diminue un peu le facteur de chute. Vous comprenez, puisque là il reste constant. Et là je rallonge et je rallonge beaucoup la corde. Si tu donnes 50 mètres. Mais bon, c'est à la marge. Hein. Oui, non, mais j'ai pas dit que je le monte. Hein. Mais tu peux diminuer le facteur de chute. Voilà. Alors pour parler des relais et de l'assurance sur relais, Sur un gros facteur de chute. les Italiens ont depuis toujours, notamment les Italiens, mais pas que, les Autrichiens assurent avec l'assureur sur le relais. Pourquoi? Parce que alors l'ENSA était dubitatif sur cette base. Les Italiens avaient fait des essais, avaient trouvé avec des capteurs que c'était intéressant pour le relais. Et l'ENSA a fait des essais. Et effectivement, ils se sont aperçus que quand la personne tombe, il y a un premier choc qui est l'arrêt du grimpeur. Mais il y a un deuxième choc qui est donné par l'assureur. Et en fait, quand on regarde la courbe, elle s'additionne vers le haut, elle ne s'étale pas dans le temps. La première choc à peine le temps descend, et la deuxième arrive derrière. Et en fait, le relais est plus sollicité. Voilà. Et maintenant, il faut savoir que dans les Dolomites, par rapport à ces problèmes de frein et tout ça, les guides des Dolomites, ça va vous surprendre complètement, se font assurer, parce que c'est les guides qui grimpent devant, en général, ils se font assurer avec un système un nœud autobloquant, avec vous savez, les cordelettes qui sont vendues, qui sont à 2 tonnes, là, posées sur la corde à double, posées sur le relais. Et le client donne de la corde dans le relais, comme ça. Bon, pourquoi? Parce que quand vous tombez sur un nœud autobloquant comme ça, vous tirez un brin, ça bloque les deux. Donc vous n'avez pas, même si vous avez clippé qu'un brin, ça va bloquer immédiatement le brin sur lequel vous tombez. Et deuxièmement, ça sollicite directement le relais, donc il n'y a pas ce double coup sur le relais. Voilà. Et donc ils grimpent comme ça, et ils sont sûrs en plus que, comme les freins sont, les gens laissent glisser les cordes doubles, ils sont sûrs d'être arrêtés. Donc non seulement ils sont arrêtés, la chute est limitée parce que ça bloque dès la mise en tension de la première corde, ils ne sont pas obligés d'arriver en tension sur la deuxième corde, et en plus ça sollicite moins le relais. Et un autre avantage aussi, c'est que quand on assure directement au relais, on évite, si on assure sur le pontet du Baudrier, qu'on a une longe un peu courte, qu'on est pendu au relais, on évite de se faire projeter contre la paroi, parce qu'il y a eu des accidents comme ça. Il faut avoir un casque et puis il faut une longe réglable. Non, mais même une fois qu'on est fixe, il faudrait qu'on ait un système d'amortissement longe réglable. Il faudrait que ça permette d'amortir cette chose-là. Le problème, c'est que les gens, ils se font projeter contre le rocher, l'assureur, hein, et casque ou pas, il y a eu des accidents où les personnes ont lâché la corde. Moi j'ai eu des
Et en plus, c'est plus facile pour quelqu'un de moins expérimenté d'assurer directement devant lui au relais avec un demi-cabestan ou un système, autre système, que de donner du mou comme ça au baudrier. Voilà, c'est aussi ce choix-là, quoi. Moi, donc j'ai une question. Vous partez sur un relais précaire. Vous êtes sur un relais précaire, donc ce relais comme ça, cascade de gaz, de broche à gaz par exemple. Vous faites assurer au baudrier parce que vous croyez que c'est le meilleur. Ok. Vous clippez le point ou vous clippez pas le point? Vous clippez un point du relais pour démarrer ou vous clippez pas un point du relais? Alors, je clique un point du relais, que bon, quand j'ai mis un deuxième point à mettre 2 mètres dessus, il enlève celui-là. Oui, mais il y a d'autres avis là. Non? Tu cliques pas. Moi, je ne clique pas. Parce que si je clique, il y a une chute. Non seulement tu as un facteur quasiment 2, parce que tu as ça, hein, mais surtout tu as un effet poulie. Donc c'est pas 2 fois en facteur 2, c'est pas 2 fois la force du facteur 2, mais tu es à moins un tiers, quoi. Mais tu as un effet poulie sur le point, donc tu es sollicité 2 fois. Donc il vaut mieux tomber directement sur l'assureur parce qu'il n'y aura qu'une force, il n'y aura pas un effet poulie. Par contre, ça pose un problème, ça. Vous savez lequel? Avec un réverso. Au niveau du descendeur, classiquement, Avec- si tu as la main en bas, Ben, ouais, tu ne le tiens pas parce que tu as les deux cordes parallèles. Les systèmes réverso marchent parce que ça passe dans un système et la corde ressort comme ça. S'il tombe vers le bas, vous avez la corde du shooter qui est là et vous avez la corde de l'assureur qui est là. Vous la tenez pas en l'air. Parce qu'elle est sur vous, vous ne pouvez pas la tenir comme ça. Donc en gros, vous le laissez filer. Donc c'est intéressant là, d'utiliser un mécanisme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que sûrement le futur au niveau des relais en situation précaire, hein, je ne parle pas des relais sur des broches scellées où là, chaque broche elle tient plus de 3 tonnes, donc largement au-dessus du facteur 2, même 2 fois, même avec un effet poulie et tout. Mais sur des relais précaires, ça peut être intéressant d'assurer au début sur du cabestan, par exemple sur le relais, et puis après de passer au baudrier. Voilà, en ce moment, il y a une vision autre du relais et de la chaîne d'assurance qui est en train de se développer parce qu'on est en train de prendre conscience de problèmes comme ça. Alors c'est des problèmes un peu à la marge pour des mainteneurs de pointe, sur des choses performantes, exposées, etc. Mais c'est intéressant d'avoir dans la tête. Ok. Je sais pas plutôt s'il y avait des questions. Et d'ailleurs, justement, ces problématiques du relais, là, le fait de l'ENSA, là, il y a des recommandations qui sont sorties au niveau de la FSME, par exemple, pour les relais de renvoi, des choses comme ça. Alors, les études de... Je parle pas du tout au nom de l'ENSA, là, hein, attention. Je tiens à préciser. Moi, je travaille à l'ENSA, mais pas au département alpinisme. Mais voilà, c'est important de clarifier ce point-là. Mais les études de l'ENSA sont des études qui sont publiques et qui sont après... voilà, c'est des tests qui sont au départ destinés aux professionnels de la montagne et qui peuvent être repris après par les fédérations, etc. Mais j'ai pas eu connaissance, en tout cas, de recommandations fédérales derrière, dans ma culture perso, hein. Par contre, l'étude de l'ENSA sur les relais est publique, et pour tous les utilisateurs, tous ceux qui sont amenés à faire des relais de ce type-là, c'est intéressant d'aller voir. Super intéressant, et voilà, d'en tirer des conclusions pour sa pratique perso, quoi. Voilà. Moi, je peux vous soulever alors, c'est pareil, là, je parle comme mon nom propre. C'est un questionnement que je me pose et je n'ai pas eu de réponse de la part des fabricants. C'est l'intérêt des relais posés sur des anneaux de corde dynamiques. J'arrive pas à comprendre. La longueur de corde. Voilà, c'est-à-dire que vous avez compris que l'amortissement est un rapport entre la longueur de chute et la longueur de corde. Donc, un anneau de corde dynamique, ça fait quoi, 2 mètres au maximum. Voilà, donc déjà, en termes de capacité d'amortissement, je trouve que c'est très très limité 2 mètres de corde. Hein, ça fait des chutes de 4 mètres. Voilà, au-delà, ça amortit plus. Et deuxièmement, je ne comprends pas, puisque vous avez une corde qui vous relie au relais, vous allez tomber, vous allez déjà être dans des forces de choc faibles. Comment cette corde-là, qui encore en plus est courte,
va pouvoir baisser au-delà de cette force. C'est-à-dire que vous développez une énergie qui est je ne sais pas combien, vous êtes, mettons, à 1000 décanewtons, qui est la force de choc de la corde que vous utilisez. Et comment la corde qui est au relais, qui elle-même fait 1000 décanewtons, elle va pouvoir faire baisser la force de choc plus bas. Je ne comprends pas. Moi, j'aimerais une réponse. Il y a un problème quand même. Parce qu'il faut comparer les fibres d'inéma et les fibres polyamides. Je dirais que la fibre d'inéma a une dynamique totalement différente. Hein. Ça, il faut faire des tractions en Ouais, vitesse. j'en ai fait. Hein. Il faut faire ça sur la fibre. Ouais, sûr. Parce que la fibre d'inéma, elle ne va pas s'étirer. Oui, elle est statique. Elle devient cassante. Elle est statique. Hein, elle est cassante. Alors que la fibre polyamide, elle va s'étirer et elle n'est pas cassante. C'est pour ça. La différence, c'est ça. C'est que sans l'anonymat, elle est cassante comme du verre. Bien qu'en statique, même si elle a la même résistance qu'une corde en polyamide, c'est une question de molécules et ça, c'est une question de molécules. Et toi, tu as dit Moi, je me suis jamais posé la question de ça, mais là, je te dirais tout de suite que du coup, sur un gros facteur de chute, mais une petite chute, ça peut faire la différence. Imagine, tu montes 1 mètre au-dessus du relais, tu fais un vide, tu tombes. Donc, tu as 1 mètre de corde, et puis tu as 60 cm de corde dynamique. Donc là, ça va améliorer ton facteur de chute quelque part. Tu vois ce que je veux dire? un petit peu, Sur une ouais. grosse chute, avec le même facteur de chute, Ça sent pas. ça fera pas de différence. Non, parce que Ce sera les 10 mètres de corde et les 60 cm de corde auront une influence. Mais sur une toute petite chute au départ d'un relais avec un gros facteur, ouais, tu rallonges ça peut jouer un peu le parce que facteur de chute. l'idée, Mais bon, c'est que tu rallonges un peu la longueur de corde. j'ai envie de dire que là, ça peut faire une petite différence sur un relais un peu fragile, ça peut Vous avez compris te défendre votre fer en Mais du corde. coup, par contre, pour revenir à la différence entre les cordes et les dinémas sont gradés, ont la même résistance que une corde. Alors, Il y a peut-être ça aussi. non, alors les Ce que vous dinémas, voulez on dire, fait. c'est que ça pète plus rapidement. Non, un dinéma. ça ne fait pas plus rapidement. C'est pas ça. C'est pas exactement ça. Le dinéma, c'est une frite, c'est du polyéthylène haute ténacité, haute densité moléculaire exactement. C'est en fait les sacs de supermarché sont en polyéthylène. C'est ça en qualité optimum. C'est une fibre qui est très résistante et qui est statique. C'est-à-dire effectivement. Donc elle est très résistante aussi. C'est-à-dire que si tu prends une polyamide qui casse à 1 tonne, la dinéma cassera l'équivalent de dinéma qui casse à 1 tonne, casseront toutes les deux à 1 tonne. Simplement, le polyamide, le nylon, le corps d'escalade, va s'allonger avant rupture. L'autre va quasiment pas s'allonger, 3% à peu près avant rupture. C'est ça la différence. Donc, tu peux imaginer qu'il y a dissipation de l'énergie, mais oui, mais la dissipation, elle est proportionnelle à la longueur de la corde. Donc, ça ne change pas grand-chose sur un anneau de 60 cm ou 1,20 m, ça change que dalle. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un amortissement, c'est proportionnel à quelque chose, c'est pas une valeur absolue qui marche pour toutes les forces de chute, et tu vois, c'est proportionnel. Donc il faut bien que vous compreniez que c'est pour ça que je vous dis que dans la chaîne d'assurance actuellement, comme elle est conçue, le seul vrai amortisseur qui est proportionnel à votre chute, c'est la corde. Tout le reste, c'est des petites rustines, des 0,5% par-ci, voilà. Mais ce n'est pas des valeurs, voilà, c'est à la marge. Donc il faut plus soigner ta corde, qu'elle ne frotte pas, que ça soit une corde adaptée à la situation où tu es, et des choses comme ça, que plutôt dire, tu vois, dire en cascade de glace, je mets une dégaine explose et je monte 10 mètres sans rien mettre, ça sert à rien. Alors après ta dégaine, elle va péter, tu vas dire, ah ben tu vois, ça a marché, ça a pété, oui, mais ça a pété, mais ça absorbait que là. Ça va marcher sur le premier mètre d'escalade. Voilà. C'est ça. C'est fait pour l'escalade artificielle, tu vois. On considère entre 1 mètre, 1 mètre 50 de chute au-dessus du point, ça absorbe une quantité significative d'énergie. Au-delà, c'est peanuts. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour faciliter ça. Non, mais du coup, la réponse, la question que vous avez posée, c'est est-ce que la corde, ça vaut le coup d'avoir une corde plutôt qu'un dinéma sur
sais, ça va pas s'étirer comme ça. Et que Non. ça va pas grand-chose. À la marge, je pense, c'est à la marge. Effectivement, dans une chute, un cas particulier. Peut-être, non, mais c'est vrai, le raisonnement, il paraît juste. Là, ça sert à quelque chose. Après, au-delà, ça Voilà. sert peu à Ouais, rien. c'est pour les très gros facteurs de chute. Après, le physique en sortie de relais, on est tous capables de se mettre. Hein, quelque part. Oui. Après, voilà. Niveau praticité, ça fait qu'on a un bout de corde. Avant d'avoir mis le renvoi, et puis après, dès que tu as mis un nouveau renvoi, Oui, puis c'est assez gros, assez lourd. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens. Au final, au niveau rapport de Je poids, vais etc. faire j'ai fait des petites métallurgie, je fais une comparaison souvent avec l'acier, hein, même chez les diamètres. Hein. Si c'est un acier qui est bien trempé, astatique, on fait une traction lente. Oui, il résiste mieux que. Hein. Eh ben, si ils vont casser la même tension, hein, mais si vous faites un poids en choc, le truc qui était trempé, il va casser. Oui. C'est des questions, les vitesses des étirements. Il n'a pas de déformation, Voilà. il ne déforme pas, il casse. Voilà. Non, ça, je suis d'accord. Mais bon, l'ENSA, ils ont fait des tests ils ont comparé des relais Dynéma et des relais dynamiques, ils n'ont pas trouvé de différence. Moi, la question, si c'était des anneaux neufs ou des anneaux. Non, mais ils sont assez rigoureux, hein, ils prennent du matos. En revanche, ça questionne, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les longes. C'est vrai que si on a une longe, souvent on utilise en montagne nos sangles Dynéma pour faire des longes quand on descend en rappel, etc. Mais on est précautionneux dans l'utilisation. C'est-à-dire que par exemple, si on monte au-dessus du relais pour déclipper un point et que là on s'en colle une avec une longe Dynéma, le choc, effectivement, il va être maximum, peut-être sur un relais précaire ou des points précaires. Donc il faut être conscient de ça. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux avoir un brin de corde par défaut qu'un bout de Dynéma. Mais je regarde bien les vidéos de l'ENSA et j'ai une qui était spectaculaire parce qu'elle est contre toutes les recommandations. Le gars de l'ENSA, il met son rappel, tout, il lance ses cordes, hein, il ne fait pas de bout, hein, il descend avec son frein et tout ça, il s'arrête aux 2 tiers de la longueur, il se bloque, il va chercher, il remonte le bout de corde, et il fait un nœud. Mieux vaut tard que jamais. Mais non, si, pourquoi? C'est pas tard que jamais, parce que quand vous lancez la corde avec des nœuds, si ça se coince dans le nœud, Oui. hein, là, on partage les trucs, la vidéo de l'ENSA, c'est vraiment très pédagogique. Il ne faut pas mettre un nœud quand tu lances la corde, parce que tu risques de la casser dans les broussailles, dans les fissures, mais il faut penser qu'au bout de ça, et puis à faire le nœud. Mais pour parler, donc pour revenir sur ces histoires de normes, un peu comme ça, par exemple, les longes dites dynamiques qui sont encore réglables ou pas, pour l'instant, elles étaient uniquement testées en statique. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, il y avait la norme, les gens qui font la norme, ils n'avaient pas prévu qu'il pouvait y avoir des anneaux de corde cousus. En fait. Ça n'existait pas. La technologie n'était pas au point de couture. Hein. Donc on faisait ça avec des sangles. Donc il n'y avait qu'un essai statique, parce qu'il y avait dynamique, ça n'était pas fait pour. Donc il est de 1500 mécanewtons, comme le baudrier, c'est la même valeur que le baudrier, ce qui est cohérent. Et toujours dans la recherche de cohérence du système. Et là, ils ont sorti une nouvelle norme, ça va arriver parce qu'elle n'est pas applicable, il y a un délai d'application, etc. Où en fait les longes dynamiques, qui seront les termes dynamiques seront donc faites en corde, ça sera 3 chutes en facteur proche de 2, là, parce que c'est 1,77 maintenant le facteur 2, exactement. Et ce sera 3 chutes consécutives et là, ça devra, avec une valeur de, je crois, de 1200 mécanewtons maxi dans les 3 situations. Il n'y aura plus de résistance statique, ça ne sera qu'une valeur d'amortissement, enfin, de force d'impact maximum. Voilà. Oui, mais quand ils disent 2, en fait, c'est 1,77 généralement. Parce que 2, si tu veux, c'est compliqué à mettre en œuvre, et parce que c'est dans la machine de ta traction, donc je ne sais pas, il faut que je vérifie, mais souvent c'est 1,77. Les cordes, c'est le 77, le facteur. Mais le flûte, il y a des connecteurs dedans, alors que... Non, c'est l'enroule. Ils sont obligés d'enrouler la corde autour d'un tambour pour la bloquer. Donc, du coup, je ne sais plus comment ça se passe. Mais du coup, ils ne peuvent pas... si tu fais un nœud, ça amortit. Donc, tu vois, ils ne peuvent pas bloquer la corde. Parce que, si la bloque sur un point, c'est trop d'impact sur une toute petite zone.
Donc il enroule sur un tambour, et je ne sais plus comment ça se passe, ça fait que ça fait pas deux exactement. Pour la longue, Enfin bon, c'est de la mise en pratique. le truc, et il a fait, enfin, moi j'ai vu facteur 2, mais bon après peu importe, ça change pas grand chose. Ouais, je sais plus là, mais la norme, il faudrait que je vérifie. Voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions. Mais là, il y a maintenant le dimanche qui arrive avec des cordes cousues. Ouais, les anneaux de corps cousus qui sont donc dynamiques et qui donc théoriquement supportent, enfin qui peut tomber en chute facteur 2, donc tu peux être au-dessus du relais, tomber sur le relais, puisque ta corde, elle est en facteur 2, elle est faite pour ça. Ben, c'est même, alors les fabricants ne vous le diront pas, mais avec un bout de corde normal, c'est même mieux, parce que vous avez le nœud qui va être amortir. Donc plus il est gros, mieux plus il amortit. Moi, il est serré. Voilà, il ne faut pas trop le serrer, il faut le serrer un peu quand même, mais pas trop. Là où je suis un peu perché sur cette norme, c'est qu'aujourd'hui, en facteur de type 2, si on met la corde la plus fine possible, c'est le meilleur moyen d'obtenir une valeur de force de choc la plus faible possible. Ouais. Et si on le fait avec des nœuds, ben, le nœud il claque. Mais bon, dans la vraie vie, ça ne claquera jamais parce qu'on n'est pas une masse en compte. Oui. Donc c'est un peu l'envie. Enfin, il faudrait presque que cette norme, elle intègre le fait qu'on n'ait pas des masses en compte qui tomberont Alors, de manière très nette dans Ouais, Pels, ils l'ont demandé, ils avaient soulevé le sujet. Et ça permettrait de mettre une longe qui intuitivement, avec la corde la plus fine possible, la plus élastique possible, serait que mieux pour tout le monde. Oui. Mais tu vois, ce problème la corde de. fine, elle va claquer, alors que la grosse, elle va pas claquer, mais elle va moins amortir. Ouais. Le problème du Presque mannequin, dommage. qui est rigide, qui tombe, qu'on fait tomber en chute facteur 2, etc. C'est un problème qui avait été soulevé en commission de normalisation par Pels, qui avait fait toute une étude en prouvant que du coup les baudriers étaient largement surdimensionnés. Merci. Au revoir. Étaient largement surdimensionnés par rapport à la situation réelle, avec un homme qui tombe, qui absorbe beaucoup d'énergie. Mais la norme est restée là parce que finalement on arrive à faire des baudriers légers. Parce que moi j'en ai fait je travaille sur une marque avec une marque qui a fait un baudrier à 85 grammes. Donc on peut faire des baudriers légers qui passent la norme. Donc pourquoi baisser la valeur de la norme? Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas trop. Oui, mais pour une question de brûler léger, 5 ans après, il y a. Ouais, c'est du dynéma. Non, mais je parle de. Ouais, c'est du dynéma. Faut pas qu'il soit usé quand même. Donc le dynéma, c'est un des matériaux qui vieillit mieux, qui s'use le moins, qui résiste le mieux à l'abrasion. C'est en dynéma, il est entièrement en dynéma. Non, mais par exemple, au niveau pour vous donner parler des normes et que vous ayez comment ça se passe, par exemple, les manches de piolet, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait B et T à une époque, basique, T technique. Et les techniques, il y avait un manche, il y avait un test sur le manche, on mettait deux sangles, on mettait le manche à 50 cm, on mettait deux sangles, on tire au milieu, c'était 350 décanewtons pour les techniques, parce qu'on considérait qu'il y avait plus de contraintes sur le manche. Donc ça, c'est un test qui correspond à un piolet mis en corps mort, planté dans la neige avec une sangle au milieu. Et puis c'était sur les basiques, c'était 250 décanewtons. Donc ils étaient tombés là sur ces valeurs-là et tout. Au bout de 30 ou 40 ans, un jour, il y a un fabricant qui a dit, moi j'ai jamais eu de retour de manche cassée à 250 newtons. Il a questionné ses collègues et tout, ils ont refait des essais. Et ils se sont aperçus que non seulement les manches à 250 ne cassaient pas plus que ceux à 350, mais même mieux, les manches à 250 tenaient mieux que les manches à 350. Parce qu'ils pliaient dans la neige et ils créaient un bourrelet de neige qui faisait qu'il y avait plus de neige engagée et ça tenait mieux. Alors que les manches rigides coupaient la neige. Ils ne se déformaient pas. Donc maintenant c'est 1 et 2 sur les piolets, c'est plus BET, la nouvelle norme, et c'est tout à 250 décanewtons. Il n'y a plus de 350. Donc c'est pour vous dire que les normes, c'est quelque chose qui est un peu fait, voilà, c'est pas empirique, mais c'est de l'expérience, c'est du calcul, c'est des choses qui, voilà, un compromis, et ça évolue. Voilà. Donc les cordes, peut-être qu'un jour elles vont évoluer aussi, hein, les normes sur les cordes, c'est pas impossible. Là, il y a beaucoup de questionnements sur la rupture sur arête quand même qui commencent à poser des problèmes. Parce qu'on commence à avoir des cordes de tout petit diamètre, et il ne faut pas se leurrer, pour l'instant, la rupture est directement liée au diamètre coupé. Donc quand vous prenez des cordes triple label en corde à 5, ça me fait rire les gens qui prennent ça en course d'arête en disant j'ai une corde à 5. Mais si elle fait 9 mm, elle ne tiendra pas plus qu'une 9 mm corde à double, qui passe la norme corde à double. Parce que la norme est que sur le facteur de chute. Elle ne teste pas la chute sur arête, la norme ne parle pas d'elle. Donc voilà, et pour l'instant, au début, il y en avait une, de norme de chute sur arête.
à la norme, parce qu'il y avait un test. Ils l'ont enlevé parce qu'ils n'arrivaient pas à faire quelque chose de reproductible. Il y avait trop de variables. C'est très compliqué, ouais. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Et puis la façon de tomber, ouais, c'est compliqué. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu intéressé. Non, mais le sujet, il est vaste. Voilà. Ben, dans le bouquin, ça tient, il y a, sur le matériel, il y a 200 pages. À peu près. Ouais. C'est qu'une petite partie du livre. Pour l'instant, on a 700 pages. Parce que je parle des piolets, mais il ne faut pas que le gars fasse direct avec ça. Ah si, ils tiennent à 250. Hein. Ah ouais, si, les piolets dans les qui sont pas des piolets d'ailleurs. Hein, il y a une norme qui est outil de glace. Ice tool. Il y a une norme piolet. Ça fait encore autre chose. Non, mais par contre, il y a quand même une problématique qui est intéressante à explorer, c'est les efforts réels mesurés dans des situations réelles de chute importantes. Ouais. Pas avec des masses en compte, avec des mannequins qui reproduisent un peu ce comportement. Ouais. Après, ça, juste pour relativiser le fait que la norme, c'est 2 tonnes, je ne sais pas combien pour un micro, 2 tonnes pour un micro, etc. Et que savoir peut-être où on va quand on a un truc un peu abîmé. Voilà. Là, il y a l'effort réel, il est quand même souvent bien plus fort. C'est hyper compliqué à mettre en œuvre. C'est seulement gros moyens. Et c'est ce qu'il y a en ce moment. Il y a, donc, là, cet hiver, on a fait des tests sur les broches à glace parce qu'il y a, enfin, vous savez, il y a des broches qui sont en vente, qui font 10 cm, qui ne passent pas à la norme. Et qui sont en vente partout en Europe, sauf en France, parce qu'en France, il y a un gars de la DCC, GRD, là, le truc de concurrence et voilà. Et qui est allé dans un magasin, qui a dit, oh putain, ces broches comme ça, on peut les confondre avec des broches comme ça, elles ne passent pas la norme, c'est dangereux, donc il a mis des PV, donc en France, personne ne les vend parce qu'ils prennent un PV. D'ailleurs, le gars, il est hors des clous, parce que normalement, quand un pays conteste une norme, il y a une procédure spéciale pour contester la norme, et il ne devrait pas faire ça. Et donc, on est en train de faire des tests terrain pour prouver que même ces broches-là, finalement, dans des situations de chute, pas 2, mais 1 par exemple, là, on est sur des valeurs qui fait qu'elles tiennent, quoi. Des valeurs de force de choc qui fait qu'elles tiennent. Et quoi, il y a que 10 cm de glace, elles sont plus solides que celles qui fait 13. Oui, et puis voilà. Pour faire les tests, qu'est-ce qu'ils prennent comme glace? Ah ben, alors justement, la glace, la procédure de la fabrication de la glace est normée, mais il y a quand même, ça génère, dans les expériences que j'ai, ça génère quand même 30% de variables, ce qui est pas normal pour un mètre qui mesure 30% de variables, il ne veut pas. Et là, on fait des tests actuellement dans du béton cellulaire. Vous voyez ce que c'est le béton cellulaire? C'est pourquoi? C'est parce que c'est un matériau qui permet de faire un parallèle avec la glace, mais qui est très homogène par rapport à la glace. Donc c'est pas de la glace, ça réagit pas exactement comme la glace, mais au moins c'est constant comme la variable, la variation est constante. C'est pas comme ça. La glace, il y a glace, hein. Ah mais il y a une procédure, c'est la folie faire la glace de normes. C'est un débat en acier de certains types. La glace qui fait 30 cm, on fait de la glace, on la casse, on la passe au crible. Merci, on refait, on remet dans le bac, on remet de l'eau, on refait d'un bout de glace, on casse la glace, on refait 3 fois. Donc c'est une glace qui est normalement homogène. Ouais, merci. Merci. Hein.